Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de deux puissantes dynasties arabes, les Hydrides et les Aghlabides, qui ont exercé une grande influence décisive sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Au cours de leur règne, qui fut pourtant de courte durée, elles ont posé les bases de l'islamisation du Maroc et de la Tunisie, ancrant l'islam au Maghreb. Vous voulez en savoir plus sur les deux dynasties? Venez avec moi. À la fin du 8e siècle, Bagdad était en pleine effervescence. Le choix d'un nouveau calife ne faisait pas l'unanimité, loin de là, comme vous vous en doutez. La dynastie des Abbassides traversait alors une crise grave et les dirigeants politiques arabes avaient trop de problèmes à résoudre dans leur pays pour se soucier de ceux qui advenaient dans leurs possessions éloignées. Cette situation ne fut pas sans conséquences, notamment en Afrique du Nord, où deux dynasties princières profitent, de manière d'ailleurs très différente, de cette faiblesse du califat de Bagdad. En 786, Idriss Ier, un descendant d'Ali, gendre du célèbre prophète Mahomet, fut contraint de s'enfuir de Bagdad. Après l'élection de son adversaire, Haroun al-Rachid, un califat de la ville, il dut quitter le pays et se mettre en quête d'une nouvelle patrie. Sa longue pérégrination le conduit finalement au Maroc, où il fut chaleureusement accueilli par la tribu berbère des Orébas. Mais en le reconnaissant comme imam, les Berbères ne perdaient pas de vue leurs propres intérêts. Depuis que des troubles avaient éclaté à Bagdad, la région n'était plus réellement gouvernée. Grâce au soutien de leur hôte éminent, les Berbères espéraient étendre leur influence plutôt que de devoir se soumettre à un gouverneur nommé par le calife de Bagdad. À Bagdad même, Haroun al-Rachid ne tarde pas à exercer pleinement le pouvoir et étend sa puissance jusqu'au Maroc. En mai 791, il fait assassiner Idriss Ier, dont les Berbères avaient fait leur chef spirituel. Mais l'espoir du calife de ramener l'ordre et en se débarrassant de ce rival gênant fut vite déçu. Né 3 mois après l'assassinat de son illustre père, Idriss II prend rapidement de l'importance. À l'âge de 11 ans, il fut nommé imam des Orébas. Aujourd'hui encore, de nombreux Marocains le considèrent comme le véritable fondateur de leur pays. En 809, âgé d'à peine 18 ans, il fonde sur la rive droite du Sébou, ou rivière de Fès, la ville d'Al-Aliya, la Haute. La nouvelle métropole ne tarde pas à attirer d'innombrables hommes et femmes venus non seulement du Maroc, mais aussi de Tunisie et d'Espagne. La ville finit par s'étendre à la rive opposée, englobant un village du nom de Fès. Au fil du temps, le nom d'Al-Aliya, imaginé par Idriss II, perd de l'importance et la grande ville prend le nom du petit village de Fès. La cité fondée par Idriss II devient bientôt florissante. Sa prospérité s'explique en partie par sa situation à proximité de plusieurs routes suivies par les caravanes. Longtemps après la chute des Idrissides, Fès continue à avoir une position dominante. En fin de compte, les descendants d'Idriss II eux-mêmes furent responsables de l'effritement du pouvoir de leur dynastie, les Idrissides. Après la mort de leur père en 828, les 10 fils d'Idriss II se partagent le pays, ce qui diminue considérablement leur force, comme vous vous doutez. Un pays divisé en 10 est moins puissant qu'un pays à la tête d'un seul et même dirigeant. Lorsque des combats violents les opposent aux pays voisins, ils n'étaient plus en mesure de l'emporter. Ibrahim ibn Aghlab accède au pouvoir par des voies opposées à celles qu'avait empruntées Idriss Ier. Ainsi, ce n'est pas pour fuir Haroun el-Rachid, bien au contraire. Mais c'est sur son ordre qu'il arrive à Kairouan afin de rétablir l'ordre et la paix dans la province rebelle de Tunisie. Pour l'encourager à mener à bien cette difficile mission, le calife de Bagdad le nomme en l'an 800 émir de la province d'Ifriqiya, nom que donnaient alors les Arabes au continent africain.
Ce titre prestigieux permet à Ibrahim de gouverner selon son bon plaisir, comme le feraient ses successeurs, les Aghlabides. Pourtant, en dépit de mesures musclées, le résultat était maigre, car son influence ne s'exerçait que dans les villes. Les tribus nomades des montagnes refusaient obstinément de se soumettre. Cela ne gênait d'ailleurs guère l'émir. Pour lui, l'important était de continuer à profiter des richesses qui emplissaient ses coffres grâce à une politique implacable. Le goût du luxe et la brutalité de l'émir n'étaient pas les seules causes du mécontentement. Les Berbères, naturellement portés à l'ascétisme, avaient accueilli favorablement la nouvelle religion apportée par les conquérants venus de Bagdad. Un grand centre du malikisme, forme particulièrement mystique de l'islam, fondé par le juriste Malik ibn Anas, mort à Médine en 795, voit ainsi le jour à Kairouan. Au grand regret de la population, les émirs aghlabides ne s'intéresseraient guère à la religion. Grands bâtisseurs en revanche, ils font élever de nombreuses mosquées et des fortifications dans la région côtière. Dans ces ribas, des moines soldats se préparaient, dans un isolement monacal, à mourir en martyrs au nom de leur Dieu, en luttant contre les marins chrétiens qui s'aventuraient en Méditerranée occidentale. À Kairouan, les Aghlabides édifient le bâtiment religieux le plus ancien du Maghreb, la mosquée de Sidi Uqba. La Sicile fut rarement aussi prospère que pendant la domination arabe. Les conquérants ne leur apportent pas seulement des armes et une nouvelle religion, ils effectuent également de grands travaux d'irrigation destinés à rendre fertiles des terres arides, qui n'avaient jusque-lors porté que de maigres récoltes de céréales. L'introduction de variétés de fruits auparavant inconnues, comme les citrons, les oranges et bigarades, cerises, abricots et amandes, valut bientôt à la Sicile le surnom d'île des fruits. La frénésie de construction des Arabes, qui édifient pas moins de 300 mosquées en Sicile, profite elle aussi aux insulaires. Le chemin de cette floraison sans précédent fut toutefois marqué par des combats sanglants, qui font d'innombrables victimes. En 827, l'Aghlabide Sidaïat Allah Ier se lance à la conquête de l'île et fonde le port de Mars al-Allah, ou port de Dieu. L'actuelle ville de Marsala fut le point de départ d'une conquête rapide de la Sicile tout entière. Messine ne tarde pas à tomber aux mains des Arabes. En 831, ils prennent Palerme, dont ils font leur nouvelle capitale. Puis la campagne de conquête s'essouffle. En 922, Taormina, sur la côte orientale de la Sicile, fut la dernière ville dont les Arabes obtiennent la capitulation. Le fossé entre les seigneurs et les sujets s'élargit encore davantage lorsque les émirs font de Tunis leur capitale. Depuis la conquête de la Sicile, le commerce maritime arabe avait favorisé la création de somptueuses villes d'art dans tout le bassin méditerranéen. Alors que dans les terres, le temps semble s'être arrêté, Tunis fut dotée de palais prestigieux, tandis que les descendants d'Ibrahim Ier rivalisent de luxe. Le personnel exclusivement arabe de l'administration était de plus en plus impopulaire. Mais les dirigeants de l'État ne semblaient guère s'en soucier. Les tensions atteintent son comble lorsque Sidi Allah III fait assassiner son père et son frère, à seule fin de pouvoir conserver la couronne. Si pour les Idrisides, le chemin du pouvoir avait commencé par l'exil, il n'en fut pas de même pour les Aghlabides. Pour eux, l'exil sonne le glas du pouvoir. Le règne cruel du dernier enfant de cette dynastie dure 7 ans. En 909, face à la colère de ses sujets, Sidi Allah III n'eut d'autre choix que de prendre la fuite. Déjà en 902, Ubayd Allah al-Mahdi et sa troupe Kutama fanatisés prennent les villes de Kairouan et de Raqqada et obtiennent un serment d'allégeance du peuple. Le succès des Fatimides est fulgurant.
Le dernier émir Aglabide s'enfuit vers l'Orient en 909. En conséquence, la dynastie Aglabide est renversée et remplacée par les Fatimides. Comme on l'a vu, l'affrontement entre Fatimides et Omeyyades d'Al-Andalus au Xe siècle bouleverse le paysage politique de l'Afrique du Nord. Les Idrisides, initialement soutiens des Omeyyades, subissent lourdement ce conflit en perdant très tôt Fès pour se réfugier plus au nord dans des places fortes. Persécutés par les Fatimides, leur relation avec Cordoue s'effrite jusqu'à les pousser dans les bras des Fatimides. Mais autant du fait de leur volonté d'indépendance que du fragile équilibre de leur alliance ethnique et idéologique, ils finirent par couper les liens avec les Fatimides, tout en subissant de plein fouet la colère de Cordoue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.